Philippe Bilger a été pendant 10 ans avocat général à la Cour d'appel de Paris. Il a été le témoin privilégié des plus grands procès d'assises. C'est la première fois qu'un avocat général nous livre son point de vue et son intime conviction dans des affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique. Christian Didier, persuadé que René Bousquet ne serait jamais jugé, a décidé de l'assassiner. Aussi, il s'est présenté au 34 avenue Raphaël, dans un immeuble où René Bousquet habitait au 6e étage, le 8 juin 1993, un mardi matin, pour, prétextant la remise d'un colis, être en face de lui pour l'abattre de 5 balles. René Bousquet inculpé par 2 fois de crimes contre l'humanité, en 91 pour les rafles de 42, en 92 dans le cadre du dossier Papon instruit à Bordeaux. Et c'est à l'automne prochain que la justice devait décider du sort judiciaire de René Bousquet, mais ce matin, un homme en a décidé autrement. Monsieur Bousquet n'est pas là. René Bousquet a ce matin ouvert sa porte à un homme qui prive les victimes d'un procès, celui de René Bousquet, mais aussi celui de Vichy. Au fond, il y a évidemment une maîtrise dans l'exécution, même s'il y a une confusion dans l'inspiration. C'est parce que cette maîtrise s'alliait à une confusion, une forme de terrible technique criminelle accordée à un esprit en partie déréglé que, aux yeux de l'ensemble des éléments qui s'étaient dégagés des débats criminels, eh bien, j'ai requis à l'encontre de Christian Didier une peine de 10 à 12 ans de réclusion criminelle. J'estime, avec ces réquisitions, être allé au bout de l'indulgence par rapport à la compréhension que j'avais de son acte, mais en même temps avoir concédé ce qu'il fallait à la défense de la société et à René Bousquet lui-même, victime d'un assassinat. 10 à 12 ans de prison pour Christian Didier, l'assassin de René Bousquet, secrétaire général à la police de Vichy pendant la guerre. Les réquisitions de l'avocat général apparaîtront clémentes au regard de la qualification de ce crime, mais sévères peut-être si on se réfère à la personnalité de la victime. René Bousquet, le 27 mai 42, serrant la main d'Heydrich. 2 mois plus tard, ce furent les rafles de l'été 42, le Veldiv, Pithiviers, Drancy, les camps. René Bousquet, condamné à 5 ans de dégradation civique en juin 49 par la Haute Cour de justice, peine aussitôt relevée pour fait de résistance. Mais au procès de 49, de la déportation des Juifs, il n'en fut pas question. À l'instar de René Bousquet, beaucoup de criminels de guerre, en effet, ont longtemps été épargnés par la justice. Leur chasse a commencé très tardivement. Serge et Beat Klarsfeld ont dédié leur vie à cette traque. En 1971, nous nous sommes rendus compte, ma femme et moi, que la grande majorité des criminels nazis qui avaient organisé la solution finale en France étaient libres et respectables en Allemagne parce qu'ils ne pouvaient pas être extradés d'Allemagne et qu'ils ne pouvaient pas être jugés en Allemagne puisque la France avait retiré sa compétence sur ces criminels condamnés par contumace en France aux Allemands.
Nous avons regardé la situation politique. La France a signé avec l'Allemagne un accord qui permettait à l'Allemagne de recouvrer sa souveraineté sur ces criminels et de pouvoir les juger. Mais au Parlement allemand, le parti chrétien-démocrate et le parti libéral ont dit qu'ils ne ratifieraient pas cet accord franco-allemand et qu'il resterait donc lettre morte. C'est pourquoi nous avons décidé de faire pression sur la société allemande de façon à ce que cet accord soit ratifié. Et pour cela, comme nous étions très faibles, au départ on était 2, eh bien on a décidé d'agir par des actes forts, retentissants, posant à l'évidence le problème à la société allemande. Nous avons donc commencé par la tentative d'enlèvement de Kurt Lischka, qui était l'adjoint de Knochen et qui supervisait la Gestapo en France. Et nous avons peu à peu rendu connus les noms de tous ceux qui avaient dirigé la Gestapo dans les principales régions de France et qui étaient sous le coup de mandats d'arrêt, d'ailleurs, encore en France. Ça nous a pris 4 ans de manifestations, d'aller en prison, de procès retentissants. On comprenait que nous posions un problème et que nous agirions jusqu'au bout pour obtenir cette ratification. La ratification, on l'a obtenue en 1975. Il nous a fallu encore 3 ans, 4 ans pour pouvoir obtenir de la part de la justice allemande l'application de cet accord franco-allemand. Et en 1979, Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrichson ont été jugés à Cologne, un très grand procès. Et le seul qui vraiment, après la guerre, ait donné toute satisfaction. Israël a exprimé sa satisfaction, la France l'a exprimé également, les Juifs de France également, les Allemands aussi, parce que ça a permis de rapprocher tout le monde. En condamnant ces criminels, eh bien, l'Allemagne reconnaissait ce qui s'était passé. Le procès avait duré 3 mois. Et c'était un procès historique qui s'est passé complètement sous notre surveillance, avec des milliers de Juifs qui sont venus y assister. J'ai tenu beaucoup à ce que les jeunes Juifs viennent pour témoigner au XXIe siècle d'avoir vu ce procès historique. Pendant que Serge Klarsfeld chasse les anciens nazis, à Saint-Dié dans les Vosges, le jeune Christian Didier s'intéresse à toute cette agitation médiatique. Il faut dire un mot sur Saint-Dié. Saint-Dié a été une ville parmi les dernières d'où les Allemands sont partis avec l'avancée des troupes alliées. Et les Allemands ont bombardé la ville, ils l'ont ruinée au sens propre. Et Christian Didier naît dans un Saint-Dié en ruine totale, au milieu des bombardements causés par les Allemands qui s'en vont. J'ai vécu des choses que je ne dirai pas, des traumatismes terribles, quand j'avais environ entre 7 et 8 ans d'âge. J'avais 7 et 8 ans. Ça, j'en parlerai jamais, mais ça m'a marqué à vie. En plus, j'étais né dans un milieu bourgeois et très rigoureux, très strict, les œillères, et je ne supportais pas ça, parce que j'étais un rebelle depuis très jeune. Alors je me faisais virer tous les établissements scolaires de partout. J'étais le mouton à 5 pattes, le machin. On en mettait plein la gueule, tout le bordel. J'ai souffert de cette enfance terrible, que je souhaite à personne. Ça se passe très mal familialement. La mère est très aimante
Et d'ailleurs, il trouvera toujours refuge auprès de sa mère, y compris tardivement. Il vivra longtemps avec elle, jusqu'à sa mort d'ailleurs, à elle. Et puis, par contre, du côté du père, les relations ont toujours été extrêmement mauvaises. Le père ne l'aime pas, semble-t-il. Il le maltraite. Du moins, c'est ainsi que Christian ressent les choses. À l'école, ça ne va pas. Et en apprentissage, ça ne va pas. Il va dans des pensionnats, on le met en apprentissage. Et à chaque fois, c'est un échec, c'est échec sur échec. Il est extrêmement sympathique, il se fait des camarades, il a plein d'amis, mais socialement, professionnellement, sur le plan de l'éducation scolaire, des relations avec son père qui le bat comme plâtre, tout ça crée un vécu extrêmement douloureux, quasi douloureux. Et bon, bien entendu, quand vous ne vous épanouissez pas dans l'individu, il y a deux choses. Il y a l'instinct de vie, l'instinct de mort, Eros Thanatos. Si c'était le cas, j'étais en quête d'identité, puisqu'on me rejetait de partout. Alors, il fallait que je me construise une identité. Et qu'est-ce que je faisais? Alors, j'avais des putains de démons intérieurs. Tout ça, le fait de l'instinct de vie, c'est-à-dire l'amour autour de moi, j'en avais pas. J'étais cherché. Si vous n'avez plus l'amour, ce qui se développe en vous, c'est la haine, c'est les démons intérieurs. Et donc, c'est Thanatos. Donc, si vous voulez, après, j'ai grandi. Et j'ai essayé, pour me libérer de tout ça, la littérature, la musique, la spiritualité, les voyages, l'Australie, l'Amérique. J'étais émigrant en Australie en 67. Tout ça, l'art, la littérature, la musique, la philosophie, la biologie. Enfin, je dévorais des livres. Ça m'a un peu sauvé. C'était une façon de faire un rempart, un barrage à mes démons intérieurs. Ratage scolaire, ratage de l'éducation, ratage familial, voilà. Donc, il avait un sentiment probablement d'une revanche. Il fallait qu'il montre aux autres, à lui-même, à sa mère, à son père, j'en suis pas si sûr, qu'il était quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Et il lisait beaucoup, déjà à l'époque, même s'il n'avait pas fait d'études, il lisait beaucoup, il était pétri de littérature, notamment de littérature américaine, il lisait beaucoup Kerouac. Et puis plus tard, il a lu quelques autobiographies d'ennemis publics numéro 1. Enfin, il était fasciné par des gens qui s'étaient illustrés, soit comme écrivains, comme grands écrivains, soit comme grands bandits. Enfin, peu importe. Il y avait, peu importe le moyen, il y avait quand même le but d'une sorte de rédemption par la notoriété, par l'illustration de son nom de Christian Didier. Alors ça, c'est moi quand j'étais chauffeur de Star. J'ai été chauffeur de Star pendant 15 ans. Et ça, c'est la Rolls de service. Là, je ne suis pas habillé en chauffeur. Hein. C'est ma Rolls, vous voyez, la Victoire de Samothrace. C'est la voiture et je travaillais. Alors, comme j'ai vécu très longtemps en Australie, en Amérique, je suis bilingue. Alors, je vais dire des mecs que j'ai conduits en trop. J'ai conduit David Bowie, Charlie Chaplin, bien sûr Dali. J'ai conduit Yul Brynner. J'ai conduit Leonard Cohen. J'ai conduit Chaplin, j'avais dit, Johnny Matisse, j'ai conduit. Mais David Bowie, j'avais une relation particulière avec David Bowie, parce qu'on s'entendait bien. Et chaque fois qu'il venait à Paris, il me demandait toujours. Il disait, il ne m'appelait pas chauffeur, il m'appelait Christian. J'ai un très bon souvenir de David Bowie. La seule chose que je regrette, et ça je m'en remettrai jamais, c'est que, ayant été chauffeur de Star pendant 15 ans, je n'ai pas conduit Bob Dylan. Ça, c'est de la folie pure, mais il y a des choses contre lesquelles on doit, disons, admettre une réalité qui vous fout en l'air, mais c'est comme ça. Et Christian, lorsque je le voyais dans la boutique de son papa, chez qui je venais me faire coiffer, et très vite, j'ai vu qui il était en fait. Il s'intéressait à la littérature et nous pouvions parler même avec un adolescent ici à Saint-Dié. Dans la fin des années 50, je pouvais parler avec lui de Lautréamont, hein,
Et puis, c'est quand même extraordinaire. Il lisait des choses vraiment très intéressantes. Je vous raconte par exemple une fois, Hemingway s'est arrêté à Saint-Dié. Hemingway, il l'avait lu, il le connaissait, Hemingway. Hemingway s'est arrêté à Saint-Dié, s'est arrêté devant la boutique de son père pour acheter des parfums. Et bon, ben voilà, Hemingway a acheté ses parfums, il a choisi. Puis il est parti, mais Christian était au-dessus de la boutique, il n'était pas vraiment dans le salon de coiffure. Et quand il s'est rendu compte que son père n'avait pas prévenu que Hemingway était passé, mais ça a été pour lui, ça a été un petit drame en fait. Hein, ouais, ça, je le comprends. Ça. Après, il y a eu toute cette histoire, après il s'est mis à écrire. On discutait, comme je vous le dis, de temps en temps ensemble, et je voyais bien qu'il avait une petite sensibilité surréaliste. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein. Et bon, on pouvait parler effectivement des chants de Maldoror ensemble. Après, il a écrit un bouquin qui a été appelé Early Bird. Et Early Bird, ça a été pour lui, alors c'est pour nous aussi une histoire médiatique fantastique. Parce que moi, je prenais quelquefois ma voiture pour aller rejoindre Paris, parce que j'étais à Paris, en fait. J'étais dans les galeries à Paris, à ce moment-là. Et sur le chemin de Paris, je ne voyais dans les villages, dans les villes, que de temps en temps, lisez Early Bird écrit sur les murs, ici ou là, jusqu'à l'entrée de Paris. Et ça, il a été fou là-dessus. Hein. Donc, il y a chez lui quelque chose vraiment de la création, de l'artiste, effectivement. Hein. Ça, c'est sûr, dès le début. Et Didier, alors, se livre à un certain nombre de passages à l'acte que les archives des télévisions ont retenues, ont conservé. Il passe dans les émissions de variété, parce que c'est ça qu'il regarde, lui. Les émissions aujourd'hui on dirait de people. Il s'y voit, il s'y croit. Et comme on ne veut pas l'inviter, d'ailleurs, pourquoi l'inviterait-on? C'est pas un artiste, c'est pas une vedette, c'est rien. Il est rien. Il veut être quelque chose, se faire reconnaître. Donc il va passer en force dans les émissions de Drucker, par exemple. Hein, nous sommes dans les années 70-80. Christian Didier, car pour être lu, il faut être connu, et c'est pas du cinéma. Néanmoins, longue vie au César, longue vie à la balade d'Early Bird. Bonsoir et merci. On le retrouve sur le plateau avec une pancarte qu'il avait préparée, bien sûr. Achetez mon livre, lisez mon livre, qui s'appelle Early Bird, quelque chose comme ça, Early Bird. Monsieur, je vous en prie, oui. Installez-vous, asseyez-vous, oui. Puisque... un outsider dans mon genre. Attendez, oui. Vous allez parler de façon à ce que toute la France puisse vous entendre. Oui. Je m'appelle Christian Didier, c'est moi qui ai fait le coup des Césars, la nuit des Césars. J'ai écrit un livre qui s'appelle La balade d'Early Bird. J'ai essayé de sortir de l'anonymat en faisant 22 coups médiatiques. Bien sûr. Parce que j'ai eu des problèmes en auto-éditant mon livre. Christian Didier est très poreux à cette montée en puissance de la télévision, du succès, de l'image, de la notoriété, de la visibilité, et puis d'un autre côté, qui apparemment n'a rien à voir, la montée en puissance de la mémoire juive, de Vichy, des procès à répétition qui vont égrener toute cette période-là, de ce qu'on appellerait le devoir de mémoire, qui ne lassait pas encore les gens à l'époque parce que c'était le début, mais en effet, ça prend de plus en plus d'importance. Et l'initiateur de ces procès d'anciens nazis, c'est toujours Serge Klarsfeld. Et j'ai vu que la situation en Allemagne à propos des criminels, on l'a retrouvée en France également. Et que des hommes comme Bousquet, Le Guet, ensuite, peu de temps après, c'est le cas de Papon qui est apparu, eh bien, n'avaient pas été jugés, ou s'ils avaient été jugés avec une grande indulgence et en ne tenant pas compte sciemment de certains documents qui montraient la culpabilité de ces personnages. En fait,
C'est une interview en 1978 de Louis Darquier de Pellepoix, ancien commissaire aux affaires juives du gouvernement de Vichy, réalisée en Espagne, qui met en lumière le rôle de Bousquet dans la rafle du Veldiv. Non, juste une question. Monsieur Bousquet. René Bousquet n'aimait pas répondre aux journalistes. René Bousquet n'aimait pas qu'on lui rappelle son passé. René Bousquet, ancien membre du conseil d'administration du Théâtre, de la Dépêche du Midi, ancien banquier. Mais aussi René Bousquet, ancien secrétaire général de la police dans le gouvernement de Vichy en 42-43, René Bousquet ou la justice lente. Moi, je vais vous foutre un truc, bon, mais vous croyez que ça se fait, ça, ces trucs-là? Je m'étais intéressé à Bousquet, comme à Le Guet, dès qu'ils ont été mis en lumière après la divulgation d'un certain nombre de documents. En fait, on sait tout. On a tous les documents, il y a toutes les archives. On sait exactement ce qu'il a fait, ce qu'il a couvert, toutes les exactions qui sont nées de ses décisions, ses rencontres avec les chefs de la Gestapo, où il demandait dès la fin de 1942 que la police française soit mieux armée pour être plus efficace aux côtés de l'Allemagne. Tout ça, on l'a redécouvert après, alors qu'on aurait pu le savoir bien avant. On prétend de plus en plus, et la presse s'en fait l'écho, que Mitterrand, au niveau de ses ministères de la justice, donnerait des consignes de retardement, voire d'empêchement d'un procès de Bousquet. D'autant plus que Bousquet, c'est notoire pour tout le monde, pour la presse, pour les observateurs, est l'ami de Mitterrand, de longue date. Il l'a rencontré précisément à l'issue de son procès de 1949, à l'issue duquel il a été réhabilité, pour avoir aidé la résistance. Didier entend tout ça, il lit les journaux, il lit tous les journaux. Il lit, et dès qu'il est question de ces choses-là, politico-historiques, les Juifs, la déportation, les procès, Mitterrand, etc., et la télévision, et les caméras, sa tête est une chambre de résonance. Il se dit, mais... Ah, ils veulent pas que le procès Bousquet ait lieu. Ils ne veulent pas. Mais c'est honteux. Je vais arranger cela. Je me rappelle, la première fois que j'ai entendu parler de ma vie de Bousquet, c'était Patrick Borff d'Arvor qui disait, voilà, il y aura un procès, là. Il faisait un tour d'horizon, mais je ne savais pas l'importance, je ne connaissais pas l'importance du personnage, mais j'ai toujours éprouvé une aversion viscérale pour les nazis ou tous ceux qui les ont aidés, qui ont fait leur boulot, qui se sont associés avec eux. Parce que ça vient de mon enfance. Après la guerre, on parlait énormément de ces choses-là. Il y avait eu tellement d'horreur. Ma mère avait vu des enfants juifs. Qu'on venait chercher, tout. Et ça m'avait marqué. Et donc, je projetais des gens Bousquet, mes démons intérieurs, parce que voilà ce qui se passe. Quand vous avez des démons intérieurs comme ça, de temps en temps, il faut qu'ils sortent, qu'ils voient le jour. Et l'occasion de Bousquet, c'était inespéré, parce qu'en flinguant un mec, mon instinct de mort, il me libérait. Je ne pouvais pas m'en prendre à des innocents. Donc, Bousquet, c'était la cible idéale. Le 16 juillet 1992, c'était un jeudi, jour pour jour, après la rafle du Veldiv, 50 ans après, on avait décidé, avec mes amis du réseau Ralfron, d'aller faire une petite nouba sous les fenêtres de Bousquet dans les jardins du Ranelagh. Et bien entendu, il n'était pas là. Enfin, avec moi, il y avait un certain nombre de rescapés, de responsables de l'époque, comme Lucie et Raymond Aubrac, puis d'autres. Puis toute la presse avait été convoquée, était venue. Et on avait fait c'était un petit rassemblement d'une centaine de personnes. Puis il y avait 2 quarts de policiers qui nous surveillaient. Comme on était sous la gauche encore à l'époque,
On n'était pas des perturbateurs. Et à un moment donné, je crois que toutes les télévisions étaient là. J'ai appuyé sur la platine de l'immeuble, la RB, de René Bousquet, ça n'a pas répondu. Il avait cru bon de ne pas être là pour ce 50e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et bon, j'ai couru un peu comme d'autres, toutes les radios et télé ce jour-là. Et l'après-midi, on avait fait un procès public du régime de Vichy et de Bousquet sur la place du palais de justice, ce qui est un truc qui était absolument impossible sous d'autres régimes un peu plus tard. Et puis bon, on était resté là. Ça avait fait quand même pas mal de bruit. Et un an plus tard, fin juin 93, on était avec ma compagne en Italie, à Bologne. Et puis un matin, en écoutant France Inter, j'apprends que Bousquet nous avait quittés violemment la veille. Et j'ai foncé au premier kiosque venu. J'ai acheté La Républicaine, il y en avait 2 pages. Ça a été très vite. Et je lui avais dit, à ma compagne, heureusement qu'on n'est pas à Paris ce jour-là, parce qu'avec le truc que j'avais organisé le 16 juillet 92, j'aurais pu avoir des problèmes. J'ignorais encore que, dans sa grande naïveté, Christian Didier avait convoqué une conférence de presse pour dire « c'est moi qui ». Je crois que tous les gens qui ont été victimes de ce type-là, ou leurs familles qui n'ont jamais revu, seront les premiers à me comprendre. Vous croyez qu'on va vous remercier? Non, je veux rien qu'on me remercie, je veux rien du tout, je veux simplement vous faire passer un message, je vais vous le faire passer, monsieur. Je veux pas un interview, je veux vous faire passer un message, parce que je ne suis pas là pour justifier mon acte, je ne suis pas là pour dire j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, c'est une chose que j'avais dans la tête, c'est une chose que j'ai accomplie, en accord avec ma conscience, j'en assume ma responsabilité, et voilà. Dans la sacoche. Voilà. Qui c'est qui les a prévenus? Je sais pas, on vous l'a pas jeté. Juste après son geste, Christian Didier a invité des journalistes à une conférence de presse dans son hôtel. La police vient l'arrêter dans une ambiance surréaliste. Oui, mais enfin, attendez. Et vos affaires? Que mon message passe. Les condamnations de cet assassinat pleuvent de toutes parts, car malgré une longue procédure et de nombreux blocages politiques, le procès de René Bousquet semblait se rapprocher. Christian Didier voulait être un justicier. Il n'est qu'un assassin sans vraiment comprendre pourquoi. J'étais d'un côté furieux, mais je ne l'étais pas au fond de moi-même, mais je ne pouvais pas le dire parce que comment dire, c'est le secret de l'instruction. Je ne sais pas si aujourd'hui je peux le dévoiler, mais Bousquet avait fait part de sa volonté de ne pas être jugé. Et puis d'autre part, il était, comment dire, il était malade et il avait 2 cancers. Et donc il ne pouvait pas être jugé s'il ne souhaitait pas être jugé. C'était impossible, parce qu'il avait 2 cancers graves et qu'il pouvait se rendre à l'hôpital et qu'on ne pouvait pas juger quelqu'un qui avait subi des opérations, qui avait 2 cancers tout à fait, comment dire, évidents. Et donc je savais qu'il ne serait jamais jugé. Donc, d'un certain côté, au fond de moi-même, c'était quand même mieux qu'une mort naturelle comme celle de Le Guet. Mais dans le symbole, Didier, lui, ne savait pas ce que je savais. Donc, Didier nous a privés, on peut dire virtuellement, d'un procès qui était celui de Bousquet. Bon, il fallait le dire. Et d'un autre côté, bon, je me disais, c'est finalement un épisode tragique qui va, disons, dans notre cause, qui est positif pour notre cause, parce que ça met en lumière les crimes de Bousquet, et que c'est au fond une fin qui n'est pas, je veux dire, qui remplace la justice, qui ne serait pas passée sur Bousquet. Bousquet serait resté innocent, alors que, je dirais, Didier, d'une certaine façon, l'a rendu coupable. Christian Didier, c'est pas un héros. Je ne sais même pas s'il a voulu se faire passer pour un héros. Il était, comment dire, il devait être, vous couperez, hein, je pèse mes mots, il devait être un peu troublé.
Et il a pensé qu'il fallait, pendant qu'un des témoins de la répression de 42, 43, 44 était encore là, lui régler son compte. Sans raison personnelle, ni sans histoire particulière derrière pour lui. Donc il a fait le travail pour d'autres. Je peux dire que quand je suis rentré au placard, j'ai appris qui était Bousquet vraiment et dans quel foutu boxon je m'étais enferré. Donc, bon, l'instruction a lieu pendant 2 ans et demi et on passe. Il y a eu des pressions, on a tout fait pour que je me fasse passer. Parce que j'avais qu'un mot à dire. Hein. J'obtenais l'article 64, on me foutait 2-3 ans à Sainte-Anne, puis on me faisait passer pour un as, c'est ce qu'ils voulaient, la gauche, hein, parce que Mitterrand était bien impliqué là-dedans. Et ça les aurait très bien arrangés. Et il y a eu des moments, alors ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs, c'est une horreur, je répète, c'est un enfer. Et j'ai des moments, j'ai décroché, j'ai décroché. Et à la fin, j'ai dit, j'y vais. Christian Didier ne veut pas aller à l'hôpital psychiatrique. La preuve, c'est qu'il n'est pas fou. Donc ça aurait été quelqu'un qui n'est pas fou dans un hôpital pour des fous. Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole d'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face, qui a occulté pendant 50 ans ses crimes. Et il en est conscient, mais en même temps, il sait ce que recouvre son geste et les conséquences que, intérieurement, lui ressent. Lorsque un prévenu ou un accusé décide, dans un discours logique, cohérent, qui ne manifeste aucun signe de délire, d'assumer la responsabilité pénale de ses actes, en disant que il refuse qu'on cherche à atténuer cette responsabilité avec des considérations psychiatriques, en s'appuyant sur de possibles anomalies mentales, eh bien pour moi la question est réglée. Je respecte cette décision et je considère que c'est mon premier devoir de respecter cette décision, car c'est quelque chose qui appartient à la personne, qui n'appartient qu'à elle. Et je trouverais abject qu'on aille contre la volonté de quelqu'un qui prend un risque, mais qui le prend pour exprimer un aspect important de sa personnalité. Ça lui appartient, ça n'appartient pas à son avocat, ça lui appartient à lui. Donc là, il y a une position de principe. Et la position de Didier était on ne peut plus claire. Je n'accepterai pas d'être défendu de cette manière, je n'accepterai pas qu'on atténue ma responsabilité mentale. J'assume pleinement l'acte que j'ai commis. Dans une période que je situe en 91-92, au parquet général de Paris, où j'étais avocat général, j'avais pour procureur général Pierre Truche, un magistrat très très remarquable et pour lequel j'avais une grande estime intellectuelle. Un jour, celui-ci m'a fait venir dans son bureau et m'a proposé une chose qui immédiatement m'a honoré, mais que j'ai dû refuser. Il m'a demandé en effet si j'étais prêt à suivre la procédure concernant René Bousquet, qui à l'époque était évidemment vivant, jusqu'au bout. J'ai dû décliner cette proposition à cause de mon histoire familiale, du fait que mon père avait été condamné injustement à 10 ans d'emprisonnement et que par conséquent, je pouvais craindre que si je m'occupais de l'affaire Bousquet, il y ait tôt ou tard des nuisances médiatiques. Donc je n'ai pas eu la charge de suivre la procédure concernant René Bousquet. Mais l'étonnant et le paradoxe, c'est qu'en 92, je suis allé comme conseiller technique au cabinet de René Monory, président du Sénat. J'y suis resté 3 ans pour tenter d'enseigner à René Monory à la fois la justice et la culture. Et quand j'ai quitté cette mission, au bout de 3 ans, en 95, la première affaire que j'ai retrouvée
aux assises comme avocat général a été l'assassinat de René Bousquet par Christian Didier. Le 6 novembre 1995, le procès de Christian Didier s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. L'ombre de René Bousquet plane déjà sur les débats. Les avocats de la défense vont essayer de joindre les deux affaires pour atténuer la responsabilité de leurs clients. Ce qui était intéressant, c'était d'attirer l'attention des jurés sur ce qui était reproché à René Bousquet. Le genre de crime reproché à René Bousquet. On ne peut pas à la fois, comme on le faisait à l'époque, présenter Bousquet comme un être malfaisant, auteur d'un crime imprescriptible, un crime contre l'humanité, qui justifiait sa comparution devant une cour d'assises, je ne sais plus, 50 ans, un peu moins après les faits, et ne pas tenir compte, pour apprécier la responsabilité de son assassin, des actes qu'on lui reprochait. Il me semblait que c'était logique. Il nous semblait que c'était logique. Le procès de Christian Didier a commencé par un coup de théâtre. Tout le monde pensait bien évidemment que le procès serait imprégné d'une atmosphère politique et en même temps riche d'un débat judiciaire intense. Mais dès la première phrase de Christian Didier, après l'interrogatoire d'identité classique, eh bien, l'accusé a dit « Je regrette la mort de René Bousquet ». Face au fils de René Bousquet, Didier se livre à une psychanalyse à haute voix. J'ai toujours été ailleurs et cet ailleurs m'a coûté cher, j'ai basculé. J'associais Bousquet au mal, j'étais persuadé que je faisais le bien, que je vengeais les Juifs, que j'effaçais une tache noire sur la France. Christian Didier, les yeux grands ouverts, regarde le plafond, il est encore ailleurs. À l'intention de la cour, il avoue « Je regrette mon geste, c'est celui d'un fou. Tuer quelqu'un, même la pire des ordures, c'est horrible. » Et immédiatement, j'en ai profité pour le questionner en lui demandant « Est-ce à dire que maintenant, vous niez la réalité politique de ce procès ?» Et je crois me rappeler en effet que Christian Didier, après l'expression de ce regret, de ce remords, a accepté le fait que nous entrions dans un procès de droit criminel ordinaire, même si la suite des débats a fait apparaître ici ou là des relents politiques qui étaient très intéressants à étudier et à appréhender. Bon, alors pourquoi, effectivement, j'ai dit « Je regrette d'avoir tué Bousquet ». Mais j'étais sincère, parce que j'étais tellement culpabilisé par ça. Dieu, tu ne tueras point. J'étais revenu à la foi chrétienne, j'allais à la messe chaque fois à la prison, il y avait une messe toutes les semaines. J'étais hyper culpabilisé, je me rends compte, c'est un péché mortel, t'as tué un mec, même si c'est une ordure, hein, ça. Donc j'étais énormément culpabilisé par ça. Hein? Donc, je regrettais, bien sûr. Je regrettais, et je le disais, mais je regrette plus du tout maintenant, parce que je ne suis plus du tout traumatisé. Si je donne un exemple, s'il y avait des gens qui avaient flingué Hitler, qui avaient flingué Staline, qui avaient, comment dirais-je, qui flinguaient les dirigeants de l'Iran, Al-Assad, Poutine, Castro, l'autre qui vient de mourir, là, Chavez, ça. La Chine, tous ces gens qui bafouent les droits de l'homme, tous ces gens qui tuent, tous ces gens qui font vraiment du mal, qui torturent, qui ne respectent pas les droits de l'homme, tous ces gens pour qui la raison d'État, c'est la seule, l'individu n'a plus le droit à son identité, c'est une marionnette, il n'a plus le droit au chapitre de la pensée, c'est juste un pion, il a juste à fermer sa gueule et tout se passe bien. C'est un mouton, c'est plus un être humain, il n'a plus de libre arbitre. Alors tous ces salauds-là, si on les flinguait, vous me direz, il y en aura d'autres, mais si les autres qui viennent derrière, on les flinguait aussi, il y aura de moins en moins. Voilà, donc je ne regrette pas d'avoir tué Bousquet, c'est un exemple pour tous les autres, voilà. Et maintenant, et à l'époque, bien sûr, comme j'étais con, que j'étais culpabilisé et que j'ai mis quand même 7 ans de me reconstruire, je ne vois plus du tout les choses maintenant comme je les voyais avant. Vous comprenez ça? Voilà.
À la barre, sa mère parle des traumatismes qu'ont provoqués chez lui les récits de la déportation. Un jour qu'on évoquait Touvier à la télévision, raconte-t-elle, Christian m'a dit « J'en connais un autre qui devrait payer » et c'était René Bousquet. Il y a beaucoup de gens qui vont venir raconter comment il a grandi dans un contexte où les atrocités de la guerre ont compté et un contexte dans lequel personne ne pouvait être indifférent à ça et que peut-être sa sensibilité à lui l'avait davantage amené à prendre l'épée pour acheter les crimes qui ont été commis contre des hommes, des femmes et des enfants pendant toute cette période dans cette région-là où il a grandi. Moi, je ne sais pas, je regardais quand même le banc du public et je voyais sa mère au premier rang qui était forcément une femme touchante parce que c'est la mère de quelqu'un qui a commis un crime et qui a été emprisonné, qui va l'être. Enfin voilà, quelque chose de... Ça a forcément bouleversé sa vie et il faut avoir beaucoup... Enfin, moi, j'ai de la compassion quoi, envers elle et en même temps, je la regardais, je regardais son attitude et je me disais qu'il y avait eu peut-être davantage, si on fait un peu de psychologie, une relation un peu enfermante dans sa relation avec justement sa famille directe et sa mère à cette période-là, qui avait peut-être, si on fait un peu de psychologie, parce que à un moment on est juste sur du ressenti, de l'intuition, peut-être eu tout autant d'influence sur son passage à l'acte et sur son délire plus tard, que le contexte voilà, il y a le contexte de la région dans laquelle il a grandi, mais il y avait son contexte propre et familial, qui était certainement pas étranger non plus à la manière dont il s'était et dont il s'est construit et ce qui l'a conduit à cet acte-là. Je me suis peu intéressé, ou même pas du tout intéressé, à ce que l'on a pu dire de la personnalité de Christian Didier. Pour moi, Christian Didier, quel que soit ce qui a pu troubler son inconscient, ce qui a été son histoire personnelle, Christian Didier est un homme qui vivait dans une époque où on cherchait à faire porter à des personnes déterminées la responsabilité de très grands crimes. Il a entendu ce discours, il a entendu ce langage. Il s'est laissé séduire par ce langage. Et pour des raisons multiples, il s'est mis en action à l'intérieur de ce discours. Or, ceux qui tenaient ce discours ne lui en ont pas su gré et l'ont même abandonné dans son parcours. Et cela, je l'ai trouvé, et je le trouve encore, très choquant. La justice, c'est un espoir, c'est un symbole. Il faut se battre de toutes ses forces et pas se mettre à la place de la justice. Nous, on a encaissé les coups. Les fils et filles déportés, c'était pas gai d'aller en prison en Allemagne, de se faire appeler par un gardien pour une de nos amies, mademoiselle Auschwitz, etc. C'était très dur d'aller en prison pour d'anciens déportés. De se faire battre, ou bien de dire vous avez déjà été arrêté, oui, en 43. Bon, c'était pas gai du tout, mais c'était le chemin par lequel il fallait passer pour obtenir la justice. Et pas un acte aussi insensé, aussi, comment dire, tuer quelqu'un, un criminel, c'est possible, mais dans une situation de désespoir, c'est-à-dire quand la justice ne fait pas son devoir. Mais c'était pas le cas avec Touvier, c'était pas le cas avec Bousquet. Il y a toujours des péripéties, mais il n'y avait pas de raison d'être désespéré de ne pas voir juger Bousquet ou de ne pas voir juger Touvier. On a bien vu que Papon, par exemple, moi on m'a dit il sera jamais inculpé, il sera jamais jugé, il sera jamais condamné, il n'ira jamais en prison. Il a été inculpé, il a été jugé, il a été condamné, il est allé en prison et il avait été le chef de la police du général de Gaulle. Les associations de mémoire collective
de souvenirs des déportés, toutes ces associations humanistes à partir de ce qui s'était déroulé et qui était terrible durant l'occupation, bien sûr, ont pu être déçus par l'absence institutionnelle du procès de Bousquet. Mais, comme dans tout procès criminel, le comportement de la victime, son existence, son passé, sont apparus dans le débat judiciaire et en ce sens-là, naturellement, on a beaucoup évoqué ce qu'il avait fait, ce qui lui était reproché, le fait que Didier pouvait se voir exonéré de toute responsabilité parce qu'il avait assassiné un homme comme Bousquet que d'aucuns n'ont pas hésité à l'audience elle-même à qualifier de salaud absolu. Dans ces conditions, on a évidemment évoqué Bousquet. On a évoqué l'histoire dans laquelle il était le protagoniste. Et on ne peut pas dire que le procès de Christian Didier ait été une défaite politique et historique de tous ceux qui soutenaient sa cause. Simplement, on a compris le procès historique et politique comme une tentative de motivation et d'explication de l'acte criminel de Christian Didier. C'était celui-ci qui demeurait la source de tout. Et en ce sens-là, on s'est trouvé dans un procès d'assises à forte tonalité historique, mais dont le crime central demeurait celui d'un être à la fois lucide et désaxé, compassionnel et indigné, mais peut-être vaniteux médiatiquement. Christian Didier, à aucun moment, n'est sorti du procès qui était le sien. Pourtant, les avocats de Christian Didier ont tout fait pour recentrer le débat sur la personnalité de leur victime. L'objectif de Thierry Lévy est à présent de démontrer que le procès de René Bousquet n'aurait jamais eu lieu pour atténuer le geste de son client. Les bruits courts, donc, à nouveau des ordres que donnerait Mitterrand au ministère de la Justice d'empêcher le procès. On suspectait Maître Kiechmann, dont la fonction était, il n'était pas ministre de la Justice, mais pas secrétaire d'État. Maître Kiechmann, collègue de Serge Klarsfeld, d'origine juive polonaise comme lui, enfant ayant un père déporté, non revenu comme lui. Et il semblerait que Mitterrand, Machiavel comme on sait, aurait joué Kiechmann contre Klarsfeld. Klarsfeld plutôt à droite, plutôt très hostile à Mitterrand, et Kiechmann, le contraire, à gauche, plus qu'admirateur de Mitterrand. L'ancien ministre délégué à la justice est venu affirmer devant la barre des témoins « Non, il n'y a jamais eu la moindre intervention pour freiner l'instruction du dossier Bousquet ». Georges Kiechmann explique, en juriste, les difficultés d'instruire un procès 50 ans après les faits. Puis soudain, l'ancien ministre se fait plus intime. Il parle du petit garçon juif qu'il n'a jamais cessé d'être. Et dans un silence absolu, il évoque la mémoire de son père, assassiné dans une chambre à gaz d'Auschwitz pour réaffirmer solennellement « Il n'y a pas eu d'intervention dans le dossier Bousquet ». Certes, il était de notoriété publique et politique que le président Mitterrand n'était pas enthousiaste à l'idée d'un quelconque procès, et notamment de celui de René Bousquet. Sa position était de dire qu'il ne fallait pas endommager, affaiblir, raviver, exacerber la mémoire collective, et que tout ce qui était de nature à jeter une sorte de voile d'apaisement et d'oubli sur cette période atroce était bienvenu pour la France démocratique. Mais en dépit de cette philosophie qui était la sienne et qu'il a toujours justifiée, on ne peut pas dire, à l'écoute des témoignages, qu'on ait pu lui reprocher quoi que ce soit de concret dans une entrave réelle et tangible à l'action de la justice. Et en dépit des polémiques soulevées à la barre, c'est toujours Christian Didier qui intrigue les observateurs. Les témoignages défilent au rythme de ses prises de parole.
le plus souvent incohérentes. Le travail de la défense s'en trouve bien naturellement affaibli, n'arrivant pas à ancrer l'acte criminel de leur client dans la démonstration qu'elle essaie d'imposer. Donc, effectivement, j'ai énormément souffert. Au placard, j'étais laminé, mes facultés mentales étaient excessivement diminuées, ce qui explique que j'étais, dans certaines de mes réponses, j'étais confus, je manquais d'à propos, je manquais de pertinence. J'étais vraiment, je dirais pas un légume, mais comment dirais-je, un radeau à la dérive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce qui s'est passé. Plus on avance dans l'audience, évidemment, après les témoignages des élus locaux et tous ceux qui sont venus raconter le contexte dans lequel Christian Didier a grandi et qui a pu alimenter, évidemment, son geste meurtrier. Après, on essaye de faire, les témoins vont, enfin, la défense, en convoquant ces témoins-là, va essayer de faire le procès du procès qui n'aura pas lieu, ou qui ne devait pas avoir lieu, qui justifie donc et sur laquelle tient la stratégie de la défense. En gros, Christian Didier, il est allé assassiner Bousquet parce qu'il pensait qu'il ne serait jamais tué, qu'il fallait bien venger toutes les victimes de Bousquet. Tout naturellement, j'ai parlé de Bousquet. Je ne connaissais pas la vie privée de Didier. J'ai aucune raison de décrire Didier. Puis j'ai raconté les lois raciales, l'étoile jaune, la rafle. Alors, il y avait à côté du procureur... l'avocat de la partie civile, il y avait le fils Bousquet qui remuait les épaules, qui grognait, parce que je parlais de son père, qui devait prendre pour un héros, chacun a ses héros, jusqu'au moment où le président, très agacé, me dit « on n'est pas là pour parler de M. Bousquet, mais Christian Didier », je lui ai dit, il y a une sorte de vacarme, je lui ai dit « Monsieur le Président, j'aurais pu être dans le box à la place de Christian Didier ». Bon, là s'arrêtent mes contacts avec le procès et Christian Didier lui-même. Il y avait au cours de ce procès, bien sûr, les parties civiles et notamment le frère de René Bousquet qui était représenté par Maître Jacques Chanson, un grand avocat classique, conservateur, et qui avait du talent, mais dans un registre très différent de celui, par exemple, de Thierry Lévy. Toute la tactique de Jacques Chanson a été, d'une part, d'affirmer la présence de la famille qui était légitimement blessée, dégradée par l'assassinat dont avait été victime René Bousquet, mais en même temps, il s'est agi pour lui en permanence d'évacuer le côté historique politique pour ne faire de ce débat qu'un débat purement criminel qui ne faisait de Christian Didier qu'un assassin et de la famille de René Bousquet qu'une victime de cet acte qui avait été commis sur leur frère et père. Autrement dit, l'attitude de Jacques Chanson faisait de ce procès une sorte d'instance surréelle puisque elle évacuait ce qui était profondément dans toutes les têtes et dans tous les cœurs, mais force était de reconnaître qu'il n'avait pas d'autre choix en tant qu'avocat que de maintenir autant qu'il le pouvait l'identité d'un procès connecté uniquement sur le crime commis par Christian Didier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il avait refusé que soient jointes au procès en cours les actes relatifs à René Bousquet pour éviter que ce procès purement criminel soit dégradé, altéré par des pièces qui auraient révélé à quel point il aurait été presque décent intellectuellement de l'insérer dans un ensemble plus vaste. Le 5e jour d'audience, c'est au tour des psychiatres de venir parler de la santé mentale de Christian Didier. Quand l'expert psychiatre vient enfin à la barre, parce que finalement c'est le témoin à ce moment-là qu'on attend véritablement, parce que voilà quoi, on sait tous qu'il nous a privés, que Didier nous a privés du procès de Bousquet, on aura tous compris que ces jours d'audience au palais de justice à Paris ne seront pas les plus
passionnant en termes de chronique judiciaire, parce qu'on a un homme qui est poursuivi, alors même qu'on a l'impression qu'il n'aurait pas dû se trouver à cet endroit-là, mais être directement dans un service, placé dans un service psychiatrique. Et quand l'expert vient à la barre, qu'avec aplomb, il affirme effectivement que Didier est certes un peu malade, a effectivement quelques désordres, mais qu'il avait en tout cas une lucidité suffisante pour être poursuivi et pour justifier ses actes et s'expliquer devant une cour d'assises et être jugé en tant que tel. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Christian Didier. Ce que je me dis à ce moment-là, c'est que les experts psychiatres ne peuvent peut-être pas aujourd'hui, et peut-être que dans ce cas précisément ne le pouvaient pas, prendre seul la responsabilité de ne pas renvoyer devant une cour d'assises ou devant un tribunal des personnes qui ont commis des crimes qui ont tant affecté l'opinion. Voilà. J'étais encore à Fleury, puisque je vous dis, là, quand je suis rentré au placard, ils m'ont mis à Fleury, Fleury-Mérogis. Et donc, le docteur Dubec, au bout d'une semaine que j'étais là, il me fait appeler au parloir. Et il me dit, je lui dis, vous savez, j'ai entendu, docteur, que je peux très bien me faire passer pour un dingue, mais je tiens à ce que ce procès ait lieu, et je ferai tout, quelles que soient les expertises, je ferai tout pour que ne pas bénéficier de l'article 64, et je veux que le procès ait lieu. Et il m'a dit avec un sourire, j'étais sûr que vous alliez me dire ça. Ben, c'était pas un psychiatre pour rien. Évidemment, d'accepter d'aller directement de la case prison en garde à vue à la case ambulance hôpital psychiatrique, sans pouvoir à un moment avoir les regards sur lui comme il les a eu braqués pendant ce procès, bah, c'était peut-être pas possible. En tout cas, l'expert lui a permis de venir chercher cette tribune et il l'a trouvé et il est apparu aussi fou qu'à mon avis il l'était. Le dernier jour d'audience, Thierry Lévy va faire sensation en plaidant l'acquittement pur et simple de son client. J'ai toujours eu la plus grande admiration intellectuelle et judiciaire pour le formidable avocat qu'est Thierry Lévy. Il est également, probablement, sûrement même, l'orateur le plus éloquent du barreau français, avec une densité et une profondeur hors du commun. C'est au regard de cette admiration que je peux me permettre de dire tout de même que j'ai été un petit peu surpris par sa démarche dans le procès où il défendait l'accusé Didier. En effet, dès la première phrase de ce procès, proférée par son client, nous étions sortis clairement du procès politique pour rentrer dans un procès criminel peut-être hors du commun, mais un procès criminel qui nécessitait peut-être une stratégie plus classiquement judiciaire. Or, il a été clair que, dès le début, Thierry Lévy a voulu garder à ce procès sa tonalité pour lui exclusivement politique, puisqu'en définitive, quand il a plaidé, dans une forme évidemment éblouissante, il a tout de même résumé son propos de la manière suivante: si vous condamnez Christian Didier, vous acquittez Vichy, et si vous acquittez Christian Didier comme il le faut, comme il le convient, eh bien, vous condamnerez Vichy. C'était un peu court par rapport aux débats eux-mêmes, et c'était inexact également par rapport à tout ce qu'il aurait dû dire pour emporter peut-être une décision plus favorable à Christian Didier. Christian Didier n'est pas tombé de la lune. Il vivait dans notre temps. Il lisait les journaux. Il voyait ce qui se disait. Et on l'avait en quelque sorte poussé sur le devant de la scène, en disant à lui comme aux autres, généralement, bon, mais maintenant, nous allons faire ce que nous n'avons pas fait, nous allons le faire, nous allons juger certains criminels pour des crimes contre l'humanité que nous avons
à une certaine époque, pour des raisons d'opportunité, complètement éliminés de nos poursuites. Maintenant, nous engageons de nouvelles poursuites. Et lorsqu'on est en présence d'un homme qui s'est servi de son corps pour accompagner, en quelque sorte, cette intention collective, eh bien, on le rejette. Donc, le meurtre commis par un individu, par une personne singulière, me paraît toujours moins grave que le meurtre commis délibérément par un corps collectif. Accablée, assommée, la mère de Christian Didier croyait en un retour rapide de son fils dans les Vosges, à Saint-Dié, une ville qui, à la veille du procès, avait apporté son soutien à l'enfant du pays. Il faudra attendre 10 ans pour l'assassinat de René Bousquet. Christian Didier ne devrait pas sortir de prison avant 1998. Ses avocats comptent désormais sur une grâce présidentielle. Condamné, Didier s'est absoudre Bousquet, avait plaidé Maître Lévy. La défense s'est trompée de combat. Elle voulait juger Vichy. C'est Christian Didier qui a été condamné. Christian Didier a été condamné à 10 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris. Et cette sanction, conforme à mes réquisitions, en tout cas à leur partie basse, m'a satisfait et je crois qu'elle a été approuvée par une sorte de consensus judiciaire. En effet, 10 ans de réclusion pour un assassinat si singulier, avec de telles motivations et j'allais dire presque de telles excuses, ressemblait tout de même à une sanction totalement équitable. Et je n'ai pas pu me déprendre d'une sorte de sympathie judiciaire pour cet accusé tout à fait exceptionnel. En effet, j'en ai eu la preuve lorsque, après l'arrêt, je me suis retrouvé sur le trottoir du palais de justice et où, durant 1 heure, j'ai parlé avec la famille de Christian Didier pour lui expliquer la décision qui avait été prise et j'ai pu avoir un dialogue avec cette femme tout à fait estimable pour lui faire comprendre que la peine de 10 ans, certes sévère pour une mère, était tout de même au plus bas niveau de la sévérité. Et puis, par la suite, comme souvent, j'étais persuadé que Christian Didier continuerait à avoir des rapports avec moi. Et de fait, il n'a cessé de m'écrire à tel point que même en ayant la politesse de lui répondre le plus souvent, je n'ai pas pu soutenir, en certaines circonstances, son rythme effréné pour le courrier, à la fois politique, mystique, intelligent, amical, quelque chose en tout cas qui m'a beaucoup touché et qui continue encore aujourd'hui.